C'est votre émission Service Première. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que nous parlons des techniques de recherche d'emploi. Alors, pas de panique si vous ne savez pas comment vous y prendre. Au cours de cette émission, vous aurez quelques clés puisque nous recevons sur notre plateau Mike Carême, qui est conseiller en insertion. Bonjour. Bonjour Patricia. Merci d'être avec nous. Et comme je le disais aux téléspectateurs, nous évoquerons quelques techniques de base qui permettront d'ailleurs à nos téléspectateurs de créer leur propre outil et de préparer leur entretien. On sait que c'est important, la préparation. D'ailleurs, on parle de métier. Avant, il y avait le métier. Avant le commencement, c'était ça. Il y a le métier. Comment bien choisir son métier? Comment savoir que le métier que nous visons, c'est peut-être celui qui nous correspond ou pas? Alors, il y a plusieurs façons, hein. Premièrement, il faut bien choisir son métier. Donc, pour bien choisir son métier, il y a une partie test. On peut faire aussi des tests psychotechniques, des tests d'orientation. Pour d'autres personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, il y a une partie évaluation au milieu de travail ou immersion, ce qu'on appelle stage dans le jargon. Et donc, quelqu'un qui souhaite devenir pompier peut faire 1 mois en immersion dans une caserne et au bout du compte se rendre compte que finalement, ce métier était fait pour lui ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est très important de choisir son métier avant de partir dans toutes les techniques de recherche d'emploi. Le fait de parler de stage, c'est intéressant. On a souvent l'impression que pour avoir droit à un stage, il faut qu'on soit orienté par, je ne sais pas moi, soit un organisme comme le Pôle emploi ou alors qu'il faut qu'on soit orienté avec une lettre de recommandation. Mais parfois, il y a des démarches personnelles que nous pouvons faire et certaines entreprises peuvent accepter ou certaines associations peuvent accepter de nous accueillir ou pas? Je pense qu'elles peuvent accepter de vous accueillir, mais il y a quand même des modalités. Il y a quand même des modalités. Il vaut mieux passer par des institutions parce qu'ils vont vous assurer sur le lieu du stage. Vous pouvez passer par des grandes institutions comme Pôle emploi, la mission locale, pour être sûr d'être assuré sur le lieu de l'entreprise. Parce que si vous arrivez sans institution et dire, voilà, vous voulez faire une immersion, si vous pétez le pied sur le... Il y a toute l'assurance, la partie administrative. Effectivement, ce n'est pas négligé. Donc, si nous avons identifié une profession, un métier, que nous souhaitons en savoir plus, avant d'aller plus loin, on a cette partie stage ou cibler vraiment la profession, la confirmer. On peut s'adresser aux institutions comme les missions locales, il y a aussi le Pôle emploi, comme nous avons dit, toutes ces associations. Oui, ces institutions sont là pour vous assurer sur le lieu du travail, le lieu de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'en confirmant ce projet-là, vous allez vraiment avoir plus de possibilités et vous dire vraiment vous mettre à fond dans vos recherches d'emploi. Parce que très souvent, on a des personnes qui souhaitent faire un métier, mais qui ne connaissent rien de l'emploi. Ils veulent devenir journalistes, avocats ou autres, mais ils ne savent pas ce que c'est vraiment qu'est le métier. Donc c'est important vraiment de passer par l'immersion, enfin je pense. C'est un bon indice, en tout cas indicateur. Quelles sont les principales techniques de recherche d'emploi? Alors, en fait... Principale, parce que la liste pourrait être longue. La liste pourrait être longue. Je pense qu'on va commencer d'abord par ce qu'on appelle le curriculum vitae. Je pense qu'il faut le traduire parce que c'est une expression latine qui signifie le parcours de la vie. D'accord? Donc, le parcours de la vie professionnelle. Vous imaginez, vous arrivez devant un employeur, vous demandez précisément votre curriculum vitae, il va vous dire précisément votre parcours de vie. Tout de suite, vous allez pouvoir lui répondre à l'employeur. Donc, le parcours de vie, tout d'abord, concernant le parcours de vie, donc le CV, donc il faut commencer d'abord avec l'en-tête. On se présente, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, et il faut aussi mettre le titre. Comme j'ai dit en amont, si vous voulez être pompier, il faut mettre pompier en titre du CV. Et ensuite, c'est décliné par plusieurs sous-parties, donc expérience professionnelle, compétences professionnelles, formation professionnelle et centre d'intérêt. Parfois, les gens qui remplissent seuls et qui ne sont peut-être pas aidés lors de la rédaction du CV racontent un peu toute leur vie. Je suis née tel endroit et ma voisine s'appelait Colette et elle avait 3 lapins et 2 chiens. Donc non, il faut être concis et précis. À partir de quelle période professionnelle peut-on partir sur le CV? C'est-à-dire qu'il faut parler de ses années de maternelle ou directement parler du dernier diplôme? On démarre à partir du dernier diplôme. Moi, je pense que si on a validé, je prends un exemple, si on a validé son bac, ce n'est pas la peine de mettre qu'on a eu son brevet. D'accord? Donc on peut commencer au niveau du baccalauréat et ensuite on démarre. Par contre, au niveau des expériences professionnelles, on peut partir de loin. Si on a arrêté l'école très tôt et qu'on a été très tôt amené à travailler pendant des jobs d'été, etc., on peut commencer l'expérience professionnelle beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que regardent les employeurs en premier sur le CV? La présentation, la photo Alors, les employeurs, je pense que ce qui aura avant tout, ce sont les compétences. Parce que le CV, en fait, on veut voir dans votre CV votre savoir-faire. Donc, vos compétences professionnelles sont très importantes sur le CV. Il faut qu'on puisse lire votre CV en moins d'1 minute. Si votre CV, il fait 2, 3, 4 pages... C'est pas la peine, voilà. C'est trop. Malheureusement, c'est pas la peine. Donc, il faut vraiment que le CV tienne sur une page et faire ressortir surtout
vos compétences professionnelles. Donc, il faut faire simple et efficace. Exactement, Patricia. Nous avons notre CV, on le sait, le CV est souvent accompagné d'une lettre de motivation. À quoi sert-elle si en plus on se présente avec son CV? Il faut en plus faire une lettre? Eh bien, en fait, il faut respecter le code de la route. D'accord, très bien. On vous demande. Poser la question, je sais Voilà, pas. on vous dit que pour trouver un emploi, il faut venir avec votre curriculum vitae, votre lettre de motivation. Donc peut-être qu'il fallait que le CV, mais comme on demande les deux, on apporte les deux. Donc pour la lettre de motivation, contrairement au curriculum vitae, la lettre de motivation, il faut faire ressortir son savoir-être. Donc son savoir-être dans la lettre de motivation, donc bien sûr, il y a l'entête, l'objet, le nom de l'entreprise, mais à l'intérieur de la lettre de motivation, il faut commencer par se présenter, dire ce qu'on veut, et dans le deuxième paragraphe, faire ressortir ses qualités professionnelles. Et un paragraphe qui est souvent négligé dans la lettre de motivation, dans le troisième paragraphe, ce que j'appelle, il faut personnaliser sa lettre de motivation. Donc si je veux travailler pour une entreprise X, je suis censé avoir fait des recherches sur cette entreprise pour connaître les valeurs de l'entreprise. Alors, Mike Carême est un conseiller en insertion. Il est déjà venu sur notre plateau. Aujourd'hui, il nous parle des techniques de recherche d'emploi. Est-ce que le conseiller, justement, oriente le candidat à un poste ou permet aussi de mieux rédiger ce type de documents comme le CV, la lettre de motivation, afin de mettre toutes les chances de son côté? Eh bien oui, le conseiller en insertion, en plus je suis conseiller en insertion à mon compte, donc comme je l'avais dit dans une autre émission, je montre le chemin pour y parvenir. Donc si on a confirmé le projet professionnel et on est sûr que cette personne veut devenir maçon, je prends un exemple, cette personne veut devenir maçon, eh bien on va s'assurer que cette personne ait les compétences, puisse faire ressortir ses compétences, son savoir-faire sur le CV, mais aussi son savoir-être. Donc oui, le conseiller est vraiment là pour orienter, mais il ne dit pas quoi faire. Attention. Bien sûr, orienter. on est là pour le conseil, l'orientation. Une fois qu'on a notre CV, notre lettre de motivation, on a bien défini notre projet, on le valide, il est confirmé. Il y a cette phase, l'entretien, phase stressante. On ne sait pas comment s'habiller, mais pas que. On ne sait pas en fait exactement comment se présenter oralement et verbalement devant la personne qui sera juste en face de nous. On a l'impression que c'est quand même, on va nous cuisiner, on a un peu peur. Donc il faut organiser aussi ses idées afin d'avoir un discours clair et convaincant. Alors l'entretien professionnel, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure critique. D'accord? Quand on n'est pas préparé, on arrive, on pense qu'on ça va passer du premier coup, on arrive, on donne son CV, sa lettre de motivation. C'est la meilleure façon d'échouer. D'accord? Donc c'est la meilleure façon d'échouer. Oui, si on ne prépare pas son entretien professionnel, on ne va pas y arriver. Si on se dit qu'on y arrive et puis on part en freestyle, ça fait bas moins, voilà, j'arrive avec mon CV, avec de motivation. Parfois on peut être sûr parce qu'on a du lourd quand même en papier. Non, il faut le préparer, parce qu'en fait l'entretien professionnel, il faut que vous puissiez présenter ce qui est écrit sur votre CV et votre lettre de motivation à l'oral. Et donc là, ce n'est pas la même chose. Et en plus de faire ça, vous devez montrer à l'employeur que vous êtes motivé pour intégrer son entreprise. Donc vous devez lui montrer aussi que vous connaissez son entreprise. Donc vraiment, l'entretien professionnel, il y a différentes phases. D'abord se présenter, bien expliquer son CV à l'oral sans le lire. Il ne faut pas que l'employeur ait l'impression que vous êtes en train de lire votre CV. Non, il faut vraiment continuer à regarder l'employeur pendant l'entretien professionnel, donner vos motivations, votre savoir-faire, votre savoir-être. Et ensuite, si vous sentez que vous avez tout dit, vous dites à l'employeur, est-ce que vous avez des questions? Vous lui renvoyez la balle aussi. Quand même. Oui. On peut avoir ce type de rapport avec l'employeur, oui, le futur employeur. Le futur employeur, vous demandez s'il a des questions, et à ce moment-là, il va y trouver, il va dire, tiens... Ça paraît pas un peu prétentieux Ça paraît prétentieux, mais c'est quelque part, vous montrez à l'entrepreneur que si vous avez dit des choses peut-être mal ou mal formulées, il a l'occasion de vous poser des questions. Tiens, j'ai pas bien compris vos qualités professionnelles. Vous pouvez répéter pour moi, s'il vous plaît? Et là, vous reformulez pour que l'employeur il soit vraiment sûr de vous embaucher. Parfois, lors d'entretien, on nous demande de parler de nous. Parlez-nous de vous. Parler de soi, c'est compliqué. Même cette partie-là, il faut la travailler avant l'entretien, savoir ce qu'on dit et ce qu'on ne dira pas. Oui, et puis très souvent, on vous demande de parler de vous et il y en a qui se perdent, qui vont aller parler de leur petit chat qui s'est perdu la veille. Non, quand on vous demande de parler de vous, il faut toujours parler de vous d'un point de vue professionnel. Ça veut dire que si vous avez eu 3 ans d'expérience dans une boutique de mode ou 2 ans d'expérience dans un café, il faut parler de vous d'un point de vue professionnel, pas d'un point de vue personnel. Il faut vraiment éviter. Alors, effectivement, nous parlons des techniques de recherche d'emploi. Donc, devant un employeur, c'est comme ça, mais toutes les personnes qui se présentent devant un jury aussi, à l'occasion d'un emploi, on n'a pas qu'une seule personne, on a au moins 3 ou 4 personnes devant soi. Et en plus d'avoir plusieurs personnes, on a oublié de parler d'un point important,
Oui, bien sûr. la présentation professionnelle. Quelqu'un qui se présente pour un poste de maçon et qui arrive en costume 3 pièces, sa tenue vestimentaire n'est pas adaptée au poste. Il faudrait qu'il se présente avec des bottes, avec du ciment et une bêche. J'ai pas dit ça, Patricia. Non, j'ai pas dit ça, mais en tout cas, il faut adapter sa tenue vestimentaire par rapport au poste. Si vous recherchez l'employeur, en fait, il ne faut pas donner à l'employeur l'occasion de se faire des préjugés sur vous. Ça veut dire, tiens, il vient en costard 3 pièces, il a peur de salir les mains ou quoi? Non, venez dans un poste. Évitez les préjugés. Voilà, évitez les préjugés. Donc, venez avec un polo, une chemise manche courte. Bien sûr, adapté au poste. Si vous venez pour un poste de conseiller financier, c'est sûr que là, vous pourrez mettre la totale. D'accord? Donc, c'est vraiment adapter la tenue par rapport au poste. Et on peut aussi parler d'un point de vue capillaire. Si vous avez des longs cheveux, le week-end, si vous allez à la plage, vous lâchez ça en mode conrouléa. Mais quand vous allez en entretien, il faut que ce soit bien coiffé. Il faut que vous soyez bien coiffé, puisque l'employeur n'a pas s'arrêter à votre coupe de cheveux. Mais si elle est en désordre ou bien en pétard, c'est sûr que là, l'employeur, il va se faire des préjugés. C'est sûr. On a également ce point à aborder, la connaissance du marché de l'emploi. On parle de marché ouvert ou de marché caché. Qu'est-ce que c'est? Quelle différence? Quelle similitude? Alors, en fait, le marché ouvert, c'est tout ce que l'on peut voir. Ça signifie toutes les offres d'emploi que disposent les institutions, les sites Internet, les boîtes d'intérim, les forums de l'emploi. Ça, c'est le marché ouvert, tout ce qu'on peut voir. Et généralement, on trouve un emploi en marché ouvert à 30% seulement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. À partir du moment où tout le monde peut voir l'offre d'emploi, sur une offre d'emploi, vous allez avoir 100 personnes qui vont postuler pour cette même offre. Et encore, si ce n'est que ça. Si ce n'est que ça, exact. Alors que 70% des personnes qui travaillent passent par le marché caché. Pourtant, il est plus petit. Le marché caché, il y a deux choses, candidature spontanée et le réseau. Mais c'est le cœur, le poumon d'un système économique. Le système économique fonctionne en réseau. Donc, si vous voulez avoir plus de chances de trouver un emploi, je pense qu'il faut, premièrement, passer par le marché ouvert, donc ce que j'appelle le code de la route. Et là, on a fait chien, comme on a dit, et tu travailles ton réseau, tu travailles tes candidatures spontanées, vous faites de façon à enquêter sur l'entreprise. Imaginons que moi, je veux travailler à l'entreprise B, eh bien, je vais me renseigner sur les valeurs de l'entreprise, combien de salariés ils ont, est-ce qu'ils comptent recruter, etc. Et c'est vous qui choisissez l'entreprise. Vous ne subissez plus la recherche d'emploi, parce que je pense que rechercher un emploi, c'est un métier à plein temps. Et ça, c'est vrai, rechercher un emploi, c'est un métier à plein de temps. Et on sait que vous êtes nombreux d'ailleurs à rechercher un emploi, à en chercher un. Vous voulez travailler et parfois vous avez l'impression que c'est de la croix et la bannière. C'est compliqué. Alors c'est vrai qu'avec des techniques, vous pourrez très facilement, en tout cas plus facilement, avoir accès au marché de l'emploi. Restons sur le marché caché, justement, parce que nous parlons de candidature spontanée. La candidature spontanée peut-elle paraître plutôt comme un embêtement, quelque chose qui arrive? Ils m'ont pas m'en dévoyé, mais qu'à voyer moins quand même. Parfois, on a du mal. On se dit, j'aimerais bien, mais je ne veux pas déranger. Faut oser? Eh bien, non seulement il faut oser, c'est un bon exemple parce que dans la candidature spontanée, on est souvent mis en face de ce que j'appelle le barrage de la secrétaire. Ça signifie que vous arrivez avec toute votre bonne foi, votre CV, votre lettre de motivation, et la secrétaire, elle est là pour vous empêcher de déranger le chef d'entreprise. Donc, elle va vous dire, laissez le CV à l'accueil et je vais le transmettre. Surtout pas. Il faut vraiment essayer de toucher soit le chef d'entreprise, soit le service de recrutement. Ça signifie donc qu'il faut commencer à être débrouillard, comme on dit chez nous. Donc il faudra peut-être arriver le matin plus tôt pour être sûr de rencontrer le chef d'entreprise quand il arrive, ou à sa pause déjeuner, ou quand il s'en va. Il faut vraiment essayer de... Ah, je ne sais pas si c'est du harcèlement, Patricia, mais quand on veut vraiment faire des candidatures spontanées, c'est vraiment une recherche active. Il ne faut pas laisser son CV à l'accueil, parce que quand on laisse... Imaginez que vous déposez... C'est un CV parmi tant d'autres aussi. Il faut voilà, que le nôtre soit... il faut faire la différence. Même si ça a l'air de harcèlement, comme vous dites, mais il faut faire la différence. Alors, en tout cas, quelques clés qui vous ont été apportées. C'est vrai que vous avez peut-être eu l'occasion de lire tout cela sur Internet ou encore par rapport à votre expérience. Vous avez déjà coché quelques idées qui ont été émises par notre invité, Mike Carême. Mais l'intervention est assez intéressante parce qu'elle nous permet de rappeler que le conseiller est là pour conseiller, guider, orienter, peut-être pas valider, c'est pas l'employeur, mais permettre à la personne d'être plus en confiance par rapport à sa démarche. Exact. Et c'est surtout, il y a beaucoup de recherche active de la personne. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une personne qui me disait qu'elle, en marché ouvert, tout ce qu'elle voit, eh ben, elle, en écoutant les avis d'obsèques,
En plus, elle ne cherchait pas à savoir dans quelle année cette personne est décédée, mais plutôt dans quelle entreprise elle travaillait. Donc ça a l'air tiré par les cheveux, mais il y a des personnes qui vont très 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 loin dans leur recherche active d'emploi parce que nous sommes dans un petit poumon économique. Donc le conseiller, soit il est là pour orienter, guider, etc., mais c'est la personne aussi, c'est tout ce qu'elle met en place qui permet qu'en moins de, allez, je suis gentil, il y a plus de 40 000 chômeurs en Guadeloupe, eh bien, en Martinique, je veux dire, eh bien, en moins de 3 mois, cette personne trouve du travail. Eh ben, même en intérim. Même en intérim, oui, parce que ce sont des missions, etc. Oui, même en intérim. Eh ben dis donc, merci beaucoup Mike d'être venu sur notre plateau et je rappelle aux téléspectateurs que s'ils souhaitent en savoir plus, notamment sur la profession, mais également discuter avec Monsieur Carême, l'adresse est affichée à l'écran, vous avez eu l'occasion de la noter, sinon piqûre de rappel en ce moment. Nous vous avons laissé les coordonnées et toutes les explications nécessaires à cette thématique sur notre page Facebook en tapant Service Première. On se retrouve bientôt. Eh bien, merci Patricia. Merci infiniment et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, nous vous en remercions. Vous le savez, c'est presque l'heure de votre Moon Pays. À 12h50, aujourd'hui, direction Le Prêcheur, un Moon Pays consacré à la ferme école avec Johanna Brenna. C'est un lieu pour les enfants, les adolescents qui présentent des difficultés d'adaptation et d'apprentissage dans le système éducatif usuel. Alors, à ces méthodes pédagogiques et à ces principes, c'est une structure alternative qui répond à leurs besoins et formes d'apprentissage différents pour une intégration cohérente et efficace grâce à 2 outils. Écoutez bien, l'animal et le végétal. On regarde.